Hier, à votre place, chers amis, il y avait le café littéraire. Est-ce que certains d'entre vous étaient là? Oui. Oui. J'ai lu, je me suis permis de... Ça commence par abat les journalistes, ou abat les journalistes, c'est ça? Oui, abat les journalistes. C'est très très bon. Alors vous dites plein de mal des journalistes, vous faites dire plein de mal des journalistes. Alors c'est vrai qu'hier c'était des gens qui aiment les livres, et j'ai trouvé quelques citations où on dit que les journalistes sont loin d'être des écrivains et qu'on ne peut pas être... Généralement, ce sont les écrivains qui disent ça. Ne nous confondez pas avec des journalistes, mais... Voilà. Bon, alors j'avais cité quelques phrases, je ne vais pas les reciter, même si le public est un peu le même. Bon, mais on va simplement sortir celle d'un journaliste qui n'est pas d'ailleurs, là, il ne s'agit pas d'écrivain, il s'agit de Jean-François Kahn. Le journaliste, d'abord, il lèche, puis il lâche, puis il lynche. Vous connaissez cette phrase? Ah, une phrase très célèbre de Jean-François Kahn. C'est une question. Coluche, si les journalistes étaient des funambules, il y aurait une forte mortalité dans la profession. Bon. Etc., etc. Charles Dantzig. Je peux en rajouter une que je trouve assez savoureuse, enfin, du moins qui incite à réfléchir sur le métier de journaliste, qui est d'un journaliste qui a eu d'ailleurs une carrière assez compromettante au moment de la guerre, Henri Béraud, qui disait le journalisme est un métier où l'on passe la moitié de sa vie à parler de ce que l'on ne connaît pas, et l'autre moitié à taire ce que l'on sait. Et puis... Ah, il a été condamné à mort, pas pour cette phrase. Il a été condamné à mort pour une circonstance particulière, c'est-à-dire à la Libération, par une chambre criminelle. Pourquoi? Parce que il est celui qui, à partir de 1936, de 1934, de la journée des Ligues en 1934, lancée par l'extrême droite, les Croix de Feu, essentiellement les Croix de Feu, contre le Parlement, des journées anti-parlementaires qui feront 9 morts. Ce journaliste qui était collaborateur du Canard enchaîné, anarchiste, très d'extrême gauche, grand reporter, d'un talent formidable, prend le parti des Ligues à partir de 1934 et devient une grande plume pamphlétaire d'un journal qui va se spécialiser dans, comme ça, le pamphlet, qui s'appelle Gringoire. À ce titre, il va mener une campagne, ils ne seront que 2 à l'amener. Il y a l'Action française, Maurras à l'Action française, et lui, dans Gringoire, contre Roger Salingro. Et l'affaire Salingro est une affaire formidable. Salingro va être poussé au suicide, il se suicide, il meurt, et quand Béraud, qui avait prôné, qui était surtout très anti-anglais, et en gros était pour la destruction de l'Angleterre, et acceptait la collaboration avec l'Allemagne, à la Libération, il est condamné à mort. Il est finalement gracié. Il est mort dans les années 50, après avoir beaucoup d'ennuis de santé, et d'une certaine manière, on sait qu'il a été condamné à mort pour Salingro. Dans l'affaire Salingro, 2 choses. C'est une histoire compliquée. Salingro était soldat, Première Guerre mondiale. Il demande à son officier d'aller chercher son sergent qui était mort dans les lignes de l'Artois, qui avait été tué par une balle allemande la veille. Et donc, il va le chercher. Dans sa tranchée, on entend des balles. Et puis, Salingro ne rapparaît pas. Il se trouve donc qu'on considère qu'il est mort. Et puis, 3 mois après, ou 4 mois après, il écrit à sa marraine de guerre. Et donc, il est vivant. Son officier dit, il nous a trompés, en fait, il a déserté. Il est jugé par un conseil de guerre en 1916, mais ce conseil de guerre, oui, 1916,
15, je crois. Ce conseil de guerre a une particularité, c'est que au lieu de le condamner, comme le demandait son officier comme ayant déserté, il est innocenté par ce conseil de guerre. On lui reproche en fait d'avoir fait de la propagande socialiste dans les tranchées, mais finalement, il est innocenté. Le temps passe, il revient de son camp de prisonniers, où il avait été dans un camp disciplinaire, il avait fait de l'agitation parmi les prisonniers, il revient, il pèse 35 kilos, et il devient assez rapidement maire de Lille. Les communistes mènent campagne contre lui. Et un journal communiste va sortir à un moment donné l'idée qu'il l'aurait déserté dans l'Artois en 1914. Bon, ça commence comme ça. Un deuxième journal communiste dans les années 30 reprend cette ancienne. Il n'y a pas de... Et puis, il devient en 1936 Front Populaire. Il est celui qui négocie l'accord de Front Populaire. C'est le bras droit de Blum. Et il devient, à la fois il négocie les accords et il devient ministre de l'Intérieur. Ministre de l'Intérieur, il engage immédiatement des poursuites contre les ligues, qui évidemment veulent sa peau. Et ministre de l'Intérieur, il organise, participe en tout cas, et va participer au 14 juillet, à la célébration du 14 juillet, la réanimation de la flamme, à l'Arc de Triomphe. Et donc, l'Action française déclenche une campagne contre lui, sur le thème un traître ne va pas aller rendre hommage aux soldats qui sont morts la Première Guerre mondiale. Et Béraud, que vous venez de citer, va prendre la tête de cette campagne. Donc c'est une histoire qui est intéressante parce que Béraud mène campagne quasiment tout seul avec l'Action française. Les journaux ne reprennent pas ça. Il y a un vote de l'Assemblée qui blanchit l'Assemblée nationale, la majorité de l'Assemblée nationale, au-delà du Front populaire, blanchit Salingro. Il y a un nouveau conseil de guerre qui est convoqué, Gérald Gamelin, qui préside l'état-major, conseil de guerre, innocente à nouveau Salingro. Mais la campagne, à la suite d'ailleurs de ce blanchiment, Henri Béraud change le nom de Salingro en Propangro. Voilà, donc, il craque et se suicide. Voilà. Et donc, ces obsèques à Lille, d'ailleurs, donnent lieu à, je veux dire, une des plus grandes manifestations de l'entre-deux-guerres. Il y a 800 000 personnes, je crois, à Lille, pour les obsèques de Salingro. Voilà, Henri Béraud. Donc, et Henri Béraud avait un ami, parmi les grands reporters, il avait été aussi très estimé, qui était Joseph Kessel, qui, à la suite de cette histoire, évidemment, a rompu avec lui. Voilà. Donc, c'était juste une histoire. Elle est intéressante parce que Blum fait un discours formidable et dit contre la calomnie, on ne peut rien. Voilà. On ne peut rien. Voilà. Cette histoire, on a beau dire, mais non, c'est pas lui, il n'est pas coupable, il y a eu 2 conseils de guerre, il y a eu... Non, on ne peut rien. Voilà. Donc, toute la presse n'a pas relayé cette affaire. Donc, il n'y a pas eu ce qu'on appelle aujourd'hui abusivement un lynchage médiatique. Voilà, c'est uniquement 2 organes de presse qui ont mené une campagne terrible. Mais voilà, c'est... Voilà. Donc j'ai consacré à l'affaire Salingro une entrée. C'est une histoire à la fois l'homme, comment a fonctionné la presse dans cette affaire. Et voilà, c'est une histoire intéressante. Il y a d'autres hommes politiques qui se sont suicidés. Hein. Je veux dire, vous savez que pour Pierre Bérégovoy, le suicide de Pierre Bérégovoy, François Mitterrand, qui n'est pas du tout de même nature, je le dis tout de suite,
François Mitterrand va utiliser l'expression c'est des chiens. Les journalistes sont des chiens. Voilà. D'ailleurs, dans votre ouvrage, il y a un chapitre. Il y a un sur les chiens. Alors, vous avez quelque chose sur les brèves, sur les canulars. Oui, alors sur les chiens, un mot quand même, parce que c'est une formule. Il se trouve, alors j'ai retrouvé, c'était amusant, si j'ose dire, les chiens, c'est pas très bon, mais il se trouve que Mitterrand va utiliser, pour dénoncer les journaux et les magistrats qui avaient enquêté sur Bérégovoy, puisque c'est la révélation dans le Canard enchaîné du fait qu'il avait eu un prêt de 1 million de francs de la part de Roger Patrice Pellat, un ami du président de la République. Il va utiliser une formule qu'il avait utilisée quand il fait son discours après l'affaire de l'Observatoire. Il traite les journalistes, là aussi, de chiens. Voilà. Bon. Alors, ce qui est intéressant sur les chiens, c'est qu'en France, on a l'habitude, la fameuse formule, les chiens de garde. Alors, les chiens de garde, il y a eu un ouvrage qui a été fait, qui a eu beaucoup de succès, un film, ça a été adapté au cinéma, sur les journalistes, sont des chiens de garde, voilà, de la bourgeoisie, de l'ordre établi, et les États-Unis ont une tradition différente. Ils considèrent les journalistes comme des chiens de garde de la démocratie, c'est-à-dire des libertés aux États-Unis. Ils sont des chiens de garde des libertés. L'activité journalistique est positivée aux États-Unis comme celle de chiens de garde qui veillent sur justement le destin des libertés. Là, c'est juste une... Alors, oui, c'est l'occasion de rebondir sur une autre entrée, d'ailleurs tout à fait au début du livre, après les propos anti-journalistes. Il y a une entrée qui est consacrée à l'amendement, au premier amendement à la Constitution américaine, qui date de 1791. Et au fil du livre, on mesure combien l'histoire du journalisme est imprégnée de l'histoire américaine, que les grands noms du journalisme sont des journalistes américains, et nous devons effectivement avoir ça en tête, et vous reprochez indirectement un peu à la presse française, aux journalistes, de ne pas avoir de culture journalistique, un manque de connaissances historiques, et toute cette partie, enfin ces nombreuses parties du livre qui sont consacrées à la presse américaine et à l'histoire américaine de la liberté de la presse sont très intéressantes. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Oui, alors, les États-Unis sont créés par des Européens poursuivis, proscrits. C'est pour des raisons religieuses. Voilà, donc ils sont intolérance religieuse, sont des proscrits. Ils appartiennent à une ethnie qui est poursuivie, ou une population poursuivie en Europe. Intolérance religieuse, question racisme propre à telle ou telle région de l'Europe, antisémitisme pour une part, faim, c'est le cas de l'Irlande, etc. Donc tous ces gens-là, ces proscrits, pour plusieurs raisons, sont les créateurs des États-Unis. Ce sont des Européens qui fuient des abus gouvernementaux et qui se retrouvent aux États-Unis. Quand ils font une constitution, à la fin du XVIIIe siècle, ils ont une obsession. C'est il faut se prémunir contre tous les abus possibles d'un gouvernement. Fût-il démocratique, il faut se prémunir contre ça. Et pour éviter ça, ils inventent ce que vous avez évoqué, c'est-à-dire le premier amendement de la Constitution. C'est-à-dire, ils mettent la question de la liberté d'expression et la liberté de croyance, les deux étant fondus l'un dans l'autre, ils mettent ça au-dessus de la Constitution. C'est-à-dire, les États-Unis ont la particularité de n'avoir jamais fait de loi sur la presse. Pourquoi ? Parce que le premier amendement de la Constitution interdit à quiconque de faire une loi sur la presse. C'est-à-dire, c'est même pas une question de la nature de la loi. C'est le principe même d'une loi sur la presse et les croyances est
interdit par principe. C'est anticonstitutionnel avant même de la formuler. Et donc, voilà, ça, c'est la caractéristique américaine. Il se trouve que ce pays, depuis la fin du XVIIIe siècle, il se trouve que c'est la première fois que la liberté de la presse sous cette forme absolue est reconnue par un pays. Il sera suivi par la Suède. Le royaume de Suède va adopter une constitution équivalente. Et puis en France, on attend quasiment un siècle pour arriver à la loi de 1881. Il y a un siècle à peu près de bataille. La Révolution française de la liberté de la presse est proclamée, elle dure 3 ans. C'est pas comme l'amour, hein, mais ça dure 3 ans. Donc ça dure de 89 à 92. Après, c'est terminé. Puis, et c'est terminé définitivement avec Bonaparte, le consulat. Il a une obsession, il dit si on maintient la liberté de la presse, je ne durerai pas. Voilà, donc on supprime la liberté de la presse 1799. Et voilà, et après il faut aller 1881 pour retrouver la liberté de la presse. Pendant ce temps-là, les États-Unis vivent sous un régime de liberté de la presse. Alors, il y a un autre pays qui est quand même assez libéral sur ces questions, c'est la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne, depuis sa révolution, qui est au XVIIe siècle, depuis qu'il y a la monarchie constitutionnelle, il y a une tolérance à une relative liberté de la presse. Ce qui explique que la Grande-Bretagne, l'Angleterre, est le pays qui invente le premier quotidien. Le premier quotidien paraît dans les premières années 1700, je crois, 1702, premier quotidien, les premiers hebdomadaires paraissent dans la foulée, c'est-à-dire quelques années plus tard. On est tout à fait au début des années 1700. Mais c'est relatif, c'est-à-dire, je parle beaucoup de Daniel Defoe, qui a été un grand journaliste de cette époque, à une époque où mon journaliste n'était pas forcément systématique, qui a créé plusieurs des premiers magazines britanniques. Il a été en prison quand même quelques fois, quoi. Il a été mis au pilori même. Il a la caractéristique, Daniel Defoe, d'être celui ou celle pilori, si on est comme ça, hein, et les gens dans la rue vous jettent des ordures à la figure. Hein, on est comme ça. Lui, il faisait un triomphe. Alors il était comme ça, et les gens, au lieu de lui jeter des ordures à la figure, l'applaudissaient. Et ils venaient, les Londoniens venaient pour l'applaudir sans arrêt. Enfin, voilà. Donc il a fait d'ailleurs un pamphlet très beau sur l'éloge du pilori. Voilà, bon. Mais voilà, tout ça c'est des histoires. La réalité, c'est les États-Unis, un peu l'Angleterre et beaucoup la Suède, enfin c'est le pays important, va être les États-Unis, vont être à l'invention du journalisme comme activité distincte de la littérature. En France, il y a une sorte d'aristocratie qui sont les écrivains et une sorte de prolétariat de la plume que seraient les journalistes. C'est la vision d'ailleurs que la plupart des écrivains donnent finalement du journalisme, même quand ils ont eu une activité journalistique très importante, cas de la plupart des écrivains français au XIXe siècle. Aux États-Unis, donc, c'est plus libre. Il n'y a aucune saisie. Il faut bien avoir ça en tête. La presse américaine n'a jamais été saisie. Jamais aucun journal américain n'a été saisi depuis la Constitution américaine. Pas à la France, pour plein de raisons. À la fois parce que nous avons été occupés, à la fois parce que par moments il y a eu des phases difficiles, pour ne pas dire autoritaires. Il y a eu beaucoup de saisies. Hein. Vous parliez votre expérience pendant la guerre d'Algérie, oui, l'Express, il y avait des pages censurées. Voilà. Donc aux États-Unis, ça n'a jamais eu lieu. Les États-Unis vont être à l'invention du journalisme sous sa forme moderne. Pourquoi ? D'abord, il y a cette constitution, premier amendement, 3 des mots qui définissent la presse, ou des formes que vous connaissez toutes, que nous connaissons tous, viennent des États-Unis. La première, c'est reporter. Reporter est un mot américain.
les reporters, les premiers reporters, donc qui n'est pas le métier d'écrivain, reporter, c'est une activité spécifique, ça vient des États-Unis. Le grand reportage qui va se décliner naît au moment des guerres indiennes. Tout de suite après la guerre de sécession, il y a une guerre de sécession qui voit la naissance de la photographie de presse, mais en l'occurrence, pour le journalisme écrit, ce sont les guerres indiennes. De guerres indiennes, on recrute, par exemple, il y a un journaliste qui se fait remarquer, il y a plusieurs journalistes très célèbres qui se font remarquer, mais enfin il y en a un qui se fait remarquer, il s'appelle Stanley, et le directeur d'un des grands journaux américains de cette époque, Gordon Bennett, qui va donner son nom à un stade parisien, à Roland-Garros, Gordon Bennett, qui était passionné par le sport, mais passionné, invente le reportage au long cours. Il embauche ce Stanley, qui faisait des reportages sur les guerres indiennes, pour l'envoyer dans une guerre en Abyssinie. Et puis ça se passe très bien, on utilise le télégraphe, c'est la période où le télégraphe monte en force, en intensité, le réseau télégraphique mondial, et puis il l'envoie, le Stanley, il l'envoie à la recherche d'un certain Livingstone. Livingstone, le révérend écossais, chercheur, qui est perdu au fin fond de l'Afrique. Voilà. Et Stanley retrouve Livingstone, Dr Livingstone, I presume, voilà, voilà, et donc c'est un grand récit dans le journal de Gordon Bennett. Voilà, c'est le premier, ce qui est l'équivalent du premier grand reportage. Donc reporter, c'est un mot anglo-américain. Hein. 2, éditorial. Éditorial, les premières pages éditoriales aux États-Unis, avec le nom éditorial, paraissent dans les années 1840. C'est ce qu'on connaît maintenant en France. Vous les avez dans le Figaro, vous les avez dans Libération, dans Le Monde, dans plusieurs quotidiens. Il y a des pages qui sont consacrées à des tribunes, des éditoriaux, voilà. Donc, mais elles naissent dans les années 1840. Il y a un mot qui va mettre beaucoup de temps à arriver en France, qui s'appelle interview. Interview, c'est en gros le fait d'une personnalité, on l'interview, et puis le texte de cette interview. Ben, cette activité, elle est inventée fin des années 1840, début 50 aux États-Unis, et généralisée dans la presse américaine. Elle arrive en France très tardivement, fin du siècle. Voilà, ces 3 mots définissent, quand même, aujourd'hui on sait, éditorial, reportage, interview, voilà, ça définit la presse, plutôt que la littérature. On peut en rajouter le in, le off. Hein, le off, c'est-à-dire ces confidences qu'on fait, à quelles conditions elles sont publiables, pas publiables. Aux États-Unis, c'est hyper codifié. C'est très rare que quelqu'un brûle le off pour autant qu'il est dans la définition qui lui est donnée. En France, plus exactement, le off, c'est fait pour être violé. Donc voilà, c'est une autre pratique du off. Voilà. Bon, mais le in, le off, c'est pas les 5 W. 5 W. Who, why, whom, where, etc. Bon, when, les 5, voilà, c'est le code que vont adopter d'ailleurs toutes les agences de presse mondiales au milieu du 19e siècle. Ils adoptent ça et ça devient une règle pour... alors en France, évidemment, c'est pas traduisible, c'est beaucoup le que, qui, quand, quoi, mais il y en a un, c'est où. Et donc ça ne... Voilà. Mais tout ça pour dire que la presse américaine joue un rôle dans la fabrication d'une nouvelle profession qu'on va appeler le journalisme. Le journalisme, c'est assez récent, en tout cas comme profession identifiée distincte, comme de manière distincte, avec un vocabulaire, avec des formes qui lui sont particulières. Voilà. Après, je m'emballe et... Non, mais je crois que ça je me freine.
Ça illustre tout à fait le contenu de votre dictionnaire amoureux. Je voudrais aborder un autre aspect, évidemment, qui est tout à fait déterminant, important dans votre itinéraire de journaliste et de directeur de presse, c'est Libération. Donc la période de Libération, on a dit que Libération, c'était le journal le plus lu par les journalistes. Heureusement qu'il n'y a pas que les journalistes qui lisaient Libération, mais il est incontestable que Libération a eu une influence considérable dans plusieurs décennies à partir de sa création en 1973, je crois. Et puis vous avez pris en charge Libération à partir de 1973. C'était à la création. Voilà. Donc, que pouvez-vous nous dire de Libération? Alors, c'est une fresque forcément rapide, mais quand même. D'abord, c'est un quotidien qui est né d'un événement historique, comme beaucoup de quotidiens en France. Même si on remonte, par exemple, les quotidiens lancés par Alexandre Dumas ou par d'autres sont très liés. La Révolution de 1830 ou Révolution de 1848, les quotidiens... Par exemple, il y a beaucoup de quotidiens, de journaux qui sont créés dans la lutte contre Napoléon III. Voilà, toujours au nom de la liberté de la presse et contre un pouvoir autoritaire et abusif. Donc il y a toujours des événements historiques qui jouent un rôle, en tout cas, dans les générations de presse. Alors vous me direz, il y a des statuts comme ça qui tiennent. The Times de Londres est inventé dans les années 1780. Comme c'est entièrement numérisé, je vous conseille, quand vous avez une après-midi libre et que vous êtes curieux, vous allez sur ce site, parce que l'ensemble du journal a été numérisé, y compris sous la forme qu'il avait à cette époque. Et vous regardez, par exemple, le compte-rendu que fait The Times de la prise de la Bastille. C'est le même journal. Alors, il a changé de main, etc., mais c'est quand même... voilà, c'est un monument qui dure et il a traversé les événements historiques. Je le cite un peu comme contre-exemple. Alors pourquoi il n'y a pas de rupture dans l'histoire britannique du type occupation, défaite, changement de régime, etc. C'est le même régime qui dure, le même régime. Il y a des majorités, des oppositions, des alternances, mais c'est le même régime. Donc la Grande-Bretagne peut se permettre d'avoir des journaux qui ont traversé comme ça les époques. En France, comme vous le savez, on a une histoire très heurtée, beaucoup de ruptures sont intervenues. La Révolution, l'Empire, la Restauration, la Révolution de 1830, la Révolution de 48, la monarchie Louis-Philippe, ensuite on passe à la République, et puis l'Empire, voilà, de nouveau, voilà, puis on arrive à la Troisième République, enfin, la liberté de la presse, mais la Première Guerre mondiale se traduit par le fait qu'une partie importante du territoire est occupée. La guerre se passe en France, elle ne se passe pas ni en Grande-Bretagne, ni même en Allemagne, elle se passe en France, pour l'essentiel. On a ensuite l'entre-deux-guerres, et puis la collaboration, donc la résistance, 45, l'épuration, voilà, donc les ruptures, changement de République, voilà, et puis on a encore changé de République. On dit même que voilà, les Français changent de régime assez souvent. Donc il y a une histoire qui est très heurtée. Donc les journaux naissent dans des périodes comme ça, hein, comme à la Libération, il y a une nouvelle génération. Il y a 1200 journaux clandestins pendant la Résistance, 1200. Il y a une génération donc, de journalistes, de gens qui sont engagés dans des activités de presse. Voilà, ça produit de nouveaux journaux. Alors, dans le cas de le journal qui était le plus nouveau, d'une certaine manière, c'était Combat. Voilà, celui qui a incarné le plus les valeurs de
la résistance, de la libération, c'était Camus, hein, qui dirigeait cette rédaction, qui était un journaliste professionnel depuis très nombreuses années, qui adhère à Combat, résistant, mouvement de résistance, et dont il devient le rédacteur en chef avant même les journées de la libération à Paris. Voilà. Donc il incarne un peu l'idéal de la résistance. Cette histoire va s'arrêter assez rapidement. En 1947, Camus va arrêter, le journal est en baisse continue. On veut plus de capitalistes dans les journaux, mais finalement, il en faut bien un, c'est Smadja. Il y a d'autres journaux qui naissent, ou qui renaissent à cette occasion. Par exemple, François. François est une recréation d'un journal qui a été le plus grand succès de presse français de tous les temps, qui s'appelle Paris Soir, qui a été créé par Jean Prouveau, un industriel lainier du Nord, qui est une sorte de génie de presse, qui avait une vision de la presse assez incroyable, à laquelle j'ai consacré une entrée. C'est un personnage considérable, c'est lui qui invente Paris Match, c'est lui qui invente Marie-Claire, c'est lui qui a inventé tout ça avant-guerre. Hein. Donc personnage considérable. Son bras droit s'appelait Pierre Lazareff. Pierre Lazareff, le statut des Juifs aidant, Pierre Lazareff s'est exilé. Les uns s'exilent à Londres, l'autre, lui, s'est exilé aux États-Unis. Et quand il rentre avec un mouvement de résistance qui s'appelle Défense de la France, il décide de reprendre Paris Soir, il l'appelle France Soir, donc Jean Prouveau, lui, est poursuivi pour avoir été au commissaire à l'information pendant 15 jours sous Pétain. Il y aura un non-lieu, mais en l'occurrence, il est poursuivi, et donc ce qui permet à Pierre Lazareff de relancer France Soir, enfin lancer France Soir, et voilà, et l'actionnaire va devenir Hachette. Donc, il y a d'autres journaux, le Parisien. Alors, le Parisien, en l'occurrence, là, est un journal qui n'est pas une reprise. Il est fait par un personnage qui s'appelle Émilien Amaury. Émilien Amaury est un personnage qui avait une particularité, c'est qu'il était responsable des papiers de presse pendant l'occupation. Et à ce titre, c'était pas sa fonction officielle, mais à ce titre, c'est lui qui a fourni la presse clandestine en papier. Et donc, c'est un personnage qui était très respecté et respectable de cette période de l'histoire. Il crée le Parisien libéré, voilà, et ces journaux naissent là-dedans. Le Monde est une création, alors recréation, c'est De Gaulle. Avant-guerre, il y avait Le Temps, un journal qui s'appelait Le Temps, qui était rue des Italiens, qui avait été vendu au sens littéral du terme, pas au sens polémique, vendu au patronat dans les années 30, de manière clandestine, c'est-à-dire sous forme de prête-nom, mais en fait, le patronat de l'époque avait acheté le journal. Voilà. On l'a découvert évidemment à la fin des années 30, fait un scandale, mais c'était le grand journal diplomatique français, parce qu'il avait un grand réseau de correspondants à l'étranger. Parmi ces correspondants, il en a eu un à un moment donné qui s'appelait Beuve-Méry. Beuve-Méry a traversé toutes les années de guerre, une grande partie dans la résistance, y compris s'est retrouvé dans un maquis dans le Tarn, et De Gaulle, parmi les candidats qu'on lui a proposés, a choisi Beuve-Méry pour relancer un journal des élites qui était à l'origine Le Temps. Donc on lui donne les rotatifs du Temps, les locaux du Temps, et voilà, il crée Le Monde. Voilà, c'est cette génération. C'est un long détour pour parler de libération, mais c'est pour dire qu'il y a une vague historique qui produit des journaux. Alors il y en a. De cette vague historique de la libération, il y a peu de journaux qui ont survécu. Combat n'a pas survécu. Je l'ai dit tout à l'heure. Le Parisien a connu des difficultés quand il y a eu cette grande grève du livre
qui l'a fait chuter de moitié. C'est un journal qui vendait 700 000 exemplaires au début de la grève, qui en vendait 300 000 à la fin de la grève, donc, et qui est remonté grâce à aujourd'hui, etc. Il est remonté autour de 400 000, mais il n'est jamais remonté à son étiage antérieur. Et c'est un groupe qui vit grâce aux événements sportifs, à l'équipe, voilà, sans entrer dans les détails. Le monde s'est transformé. François a disparu. Donc voilà, il y a une vague historique, ça ne garantit pas qu'il y a une pérennité éternelle. Libération est le produit de 68. La 68 crée donc ce grand mouvement, crée plusieurs journaux pendant les événements, et puis après, il y a une génération de presse qui voit le jour. Pourquoi? Parce que, donc il y a 3 journaux principalement. Il y a Actuel, qui sera un magazine, à partir des années 70, et puis qui connaîtra plusieurs formules. Harakiri mensuel qui devient Harakiri Hebdo, suite à la une qu'ils avaient fait sur la mort de De Gaulle, balle tragique à Colombey, un mort, bon, qui faisait référence à un fait divers qui était un incendie qui avait fait 70 morts, je crois, dans une discothèque près de Grenoble. Il devient Charlie Hebdo. Et ce Charlie Hebdo va, de cette époque, dirigé par Cavana, dont je parle évidemment longuement parce que j'avais beaucoup de... Je trouve que c'est un personnage formidable, Cavana, comme journaliste, et va durer jusqu'en 81. Puis le journal s'arrête, il est relancé en 1992 par Philippe Val, et une partie de l'équipe d'origine de Charlie Hebdo. La suite, vous la connaissez. Donc voilà, il y a ces 2 journaux, plus un 3e, qui est Libération. Pourquoi alors? Pourquoi il y a une presse qui se crée? Parce que la presse de 1968, disons de 1969, est une presse qui n'est pas en adéquation avec les événements qui viennent de se dérouler et qui se déroulent. Ce qu'on pourrait appeler la révolution culturelle, tous ces mouvements d'émancipation. Voilà. C'est, pour prendre un exemple, donc, qui était un exemple... l'ensemble des... vous avez la... pour prendre quelques exemples. Après 68, il y a la création, dans la magistrature, ça donne la création du syndicat de la magistrature. Il y a un mouvement pour la libération de l'avortement, bon, ça donne le MLAC. Il y a des mouvements d'occupation divers, il y a le mouvement de libération des femmes, les sexualités différentes, les homosexuels, il y a un groupe de... sur les prisons, il y a, etc., tout un tas de mouvements dans la société, sous des formes diverses, multitude de mouvements après 68. La presse, le mieux qu'elle fait, la presse d'alors, le mieux qu'elle fait, elle consiste à... c'est Le Monde fait une rubrique qui s'appelle Agitation. C'est une colonne, en général. Mais donc, comme je l'ai vécu, j'étais en plus plutôt lié avec Pierre Vention-Pontet, donc qui était une des figures du Monde, mais on avait le sentiment d'être un cas psychiatrique, quoi. Les agités qui... voilà, donc il n'y avait pas de légitimité à cette information. Donc il y avait un besoin simplement d'avoir que cette information soit reconnue quelque part. Par ailleurs, je vous rappelle que l'audiovisuel vit sous le régime du monopole. Donc cette information, c'est pas là qu'elle va exister. Elle a fini par exister un peu, mais en tout cas, le monopole de l'information ne lui donnait pas de place, énormément. Donc voilà, il y a un besoin de presse. Il y a des gens qui font des choses et qui ont envie de lire, et puis des gens qui y assistent, qui ont envie de lire des choses concernant ça. Voilà. Donc c'est comme ça qu'un besoin de presse naît.
Alors il y a des agences de presse, etc. Voilà, donc, des journaux se sont créés dans ce... Voilà. Création de Libération, c'est là-dedans, c'est dans cette vague. Libération, alors, comme je dis, finalement, les lecteurs préexistaient au journal. Il y avait, je ne sais pas, 500 000 potentiels, 500 000 lecteurs, peut-être, ou je ne sais pas. Mais il y avait des lecteurs qui préexistaient. Quand Actuel sort, très rapidement, ils vendent 200 000 tous les mois. Donc c'est des chiffres importants. Libération va vendre 170 000 tous les jours, ce qui représente, avec un taux de rotation des quotidiens, qui était pour Libération autour de 5, voilà, c'est un peu plus d'1 million de lecteurs. Donc voilà, c'est quand même, c'est pas pour autant que c'est la presse dominante, c'est le seul journal, etc. Il n'y a pas cette prétention-là, mais enfin, ça constituait une partie de la population, et voilà. Donc là, l'histoire du lancement de Libération. Alors après, on peut ajouter un élément, il y a Sartre. Sartre, après 68, il y a beaucoup de groupuscules, de groupes gauchistes, tout ça, etc. Je veux dire, les groupuscules, les groupes gauchistes, ça a une particularité, c'est que l'ennemi principal, c'est le voisin. Donc tout le monde se bat contre le voisin. Donc c'est l'ennemi principal, c'est l'obsession. Donc évidemment, ça facilite pas la vie. Il se trouve qu'une autorité comme Sartre avait... qui est un personnage d'insoumis, vraiment, enfin, c'est une substance, l'identité de Sartre, c'est l'insoumission, pas simplement parce qu'il avait signé un appel à l'insoumission, mais ça le définit dans ses comportements, était une autorité, et il facilitait un rassemblement autour d'un projet comme celui-là. Ajouté au fait que Sartre avait une envie d'écrire sur l'actualité, qu'il a toujours eu, mais l'idée de faire un quotidien dans lequel il puisse faire 2, 3, 4 éditos par semaine, ça l'enthousiasmait. C'est pour ça qu'il a été porteur de ce projet. Puis il a commencé à tomber malade, le régime qui s'était imposé pendant de très nombreuses années, avec les amphétamines, avec l'alcool, avec le café, voilà, tout ça a eu des effets sur ses neurones, et il a eu une première attaque très importante, en tout cas, avant même que ne paraisse le premier numéro. Donc, Sartre joue un rôle dans le projet, et quasiment pas dans la suite. Il a fait la campagne de lancement, c'est lui qui a fait la publicité pour Libération, ce qui a été tout à fait utile. Mais voilà, Sartre disparaît finalement assez vite. Il a plusieurs autres attaques, il devient aveugle. Voilà, donc cet homme va perdre ce qui était sa raison de vivre, c'est-à-dire d'écrire. D'autres plaisirs, mais l'écrire était pour lui le cœur de son existence. Voilà, et puis il meurt fin de la décennie. Donc voilà, mais tout ça fait que Libération a existé, Sartre, plus cette vague historique, plus voilà. D'autres noms, d'autres grands noms. Ben, y a pas, parmi les parrains de Libération, il y a Michel Foucault, qui joue un rôle aussi actif dans le démarrage du projet, et d'autres gens improbables. Alexandre Astruc, par exemple, a joué un rôle important dans les réunions préparatoires, mais Jean-Luc Godard aussi, voilà, d'autres ont été dans les réunions préparatoires du journal, pour citer des grands noms. Mais il n'y a pas que ça. Clavel a évidemment joué un des fils de Mauriac, Claude Mauriac, a raconté ça d'ailleurs dans ses mémoires, les réunions préparatoires à Libération. Alors, vous avez... Je vais faire une pause. Hein. Oui, faites une pause. Oui. Et puis on va passer le relais à la salle. J'ai une question quand même. Est-ce qu'on peut être à la fois, je veux dire, avoir l'esprit révolutionnaire, ce qui est votre cas, et être gestionnaire? Un journal, c'est une entreprise. C'est un peu antinomique. Est-ce que vous arrivez à la fois à être très ouvert, surtout sur les idées, sur les gens, etc., et puis à côté de ça, diriger, c'est-à-dire gérer? J'ai envie de vous répondre oui, en tout cas pendant tant d'années, pendant 33 ans. C'est vraiment différent. Oui, c'est différent, mais ben, voilà, Bon. Je vous réponds oui. Bon, c'est très bien. Pour une fois que je suis bref. Réponse courte.
Vous levez la main? Oui. Alors, un micro arrive. Une observation, une question. Une observation, il existe à Washington, parmi les nombreux musées de la capitale fédérale, un musée qui s'appelle... Le muséum. Ouais. À ma connaissance... Le newseum. Le newseum. Oui. Le newseum. Hein. Ouais. Muséum. Je recommande vivement de le visiter. Et la France y a sa place sur l'histoire de la presse. Maintenant, mon observation et la question est la suivante. Avec Hubert de Méry, on a eu une forme de journalisme qui a duré, donc comme vous l'avez expliqué il y a un instant, dans cette génération d'après-guerre. 30 ans plus tard, Libération incarne une nouvelle génération, vous l'avez très bien expliqué. Mais je vous demande de jouer les devins. Où en est-on aujourd'hui? Quelle perspective? Est-ce que Mediapart fait partie de l'éventail des possibilités d'une régénération de la presse ou d'autres formes que vous auriez observées? Oui, je vous remercie de cette question, parce qu'on parle un peu d'avenir et pas simplement du passé. Alors, on est en train de vivre quelque chose d'énorme, qui est cette révolution numérique, qui bouleverse non seulement les quotidiens papier, mais bouleverse... vous voulez la bouteille gêne? Elle résonne? Vous avez soif? Non, c'est peut-être vous qui avez soif. Qui bouleverse tout, c'est-à-dire notre quotidien. Alors, c'est un cliché, mais le cliché a le mérite d'être vrai. C'est l'équivalent de ce qu'a été l'invention de l'imprimerie. Donc l'imprimerie a bouleversé le monde. Pour prendre un exemple, dans un domaine qui n'est pas, mais qui est les médias, l'imprimerie permet d'imprimer une Bible en langue profane. La Bible en langue profane, donc il n'y a pas besoin de spécialistes pour lire la Bible, parce que le clergé était le rôle qu'il jouait dans la religion catholique. Chacun pouvait la lire. Ça a donné, évidemment, le protestantisme, ou les différentes formes de protestantisme. Donc c'est un média, en l'occurrence, le livre, qui a permis de renverser, pour une part, en tout cas, la hiérarchie catholique, qui a déclenché des guerres de religion, qui a... voilà, une multitude de choses qui sont liées à ça. Mais la même chose, c'est un accélérateur des grandes découvertes. Hein, sans les manuscrits imprimés, qui permettaient, en particulier sur les cartes, qu'à jouer des rôles, là aussi, les récits de voyage, tout ça. En fait, tout ça joue un rôle énorme, et le monde moderne est engendré en partie par cette invention. On vit quelque chose d'équivalent, on vit une énorme révolution. Donc dans les révolutions, on ne sait pas très bien, on voit ce qui est en train de se passer, mais on ne peut pas dire ça va vers ça, il va se passer ça très exactement. Voilà. Donc on peut juger qu'on a la chance d'être au milieu de cette révolution, de ce changement de culturel général. Voilà, donc quand on prend le smartphone, on ne peut pas vivre, on l'a oublié, c'est une catastrophe. Mais on est 1 milliard à avoir un smartphone. On est 1 milliard d'individus. C'est pas vieux le smartphone, c'est 2007. Hein. Vous utilisez tous des SMS. C'est 2002. Ça n'a que 20, ça a 14 ans. 13 ans, quoi. Donc tout ça est récent, vient d'avoir lieu. Ça bouleverse tout. Donc l'industrie va être bouleversée, le commerce est bouleversé, vous possédez des hôtels, votre vie est bouleversée par le fait qu'il y a évidemment des sites de réservation, etc., qui transforment entièrement le métier même d'hôtelier. Hein, donc vous êtes taxi, ouais, vous constatez que votre vie est transformée parce que y a Uber, d'autres, une multitude de sites de réservation, de voitures, tout ça, c'est le monde dans lequel on est. Alors évidemment, il se trouve que comme c'est une technologie qui a à voir avec les médias sont en première ligne, donc sont explosés par ça. Je prends un exemple dont j'ai déjà parlé
plusieurs reprises, mais qui je trouve est un bon exemple. Le Guardian est un quotidien britannique. C'est un quotidien qui était d'abord un quotidien régional et qui est devenu l'un des grands quotidiens britanniques. Disons le quotidien entre guillemets de gauche en Grande-Bretagne, plutôt de gauche, ouais, plutôt de gauche. Hein, voilà. Guardian. Excellent journal. Ce journal, par exemple l'affaire Snowden, a été montée par le Guardian. Donc c'est des gens très travaillent beaucoup, très performants, etc. Ils sont la propriété d'un trust, d'une fondation en Grande-Bretagne. Donc c'est pas du tout un capitaliste qui possède ce journal, c'est une fondation, c'est des fonds de pension de fonctionnaires et qui permet de faire vivre ce journal. Ses ventes baissent. Très bon journal, ses ventes baissent. Sa publicité baisse. Ses dirigeants ont décidé d'investir massivement l'Internet. Ils ont créé aujourd'hui, voilà, ils ont créé le 4e site d'information au monde. Ils emploient aux États-Unis 250 personnes. Pour avoir le prix Pulitzer, il faut être un média américain, ou en tout cas utiliser des Américains. Donc ils ont une succursale américaine, ils ont eu le Pulitzer pour l'affaire Snowden. Ils perdent 30 millions d'euros par an. Pourquoi? Parce qu'il faut investir, cet investissement coûte très cher. Où ça va? On ne sait pas. On ne sait pas. S'il n'y avait pas une fondation pour payer ces déficits chaque année qui sont dus à des investissements, non pas une mauvaise gestion, c'est pas ils ont perdu de l'argent, voilà, ils ont fait n'importe quoi, ils ont ils se sont fait refaire leur bureau 22 fois, voilà, ça, pas des trucs, voilà, des trucs inimaginables, quoi, hein. Voilà, donc impensable, quoi. Bon, donc pas du tout. Très bonne gestion. Tout le monde reconnaît que c'est une excellente gestion, mais voilà, c'est comme ça. La presse quotidienne baisse, ses recettes baissent, donc le modèle économique sur lequel était fondée la presse, il a explosé. C'est vrai pour tous les journaux. C'est pas vrai. Alors, ils sont plus ou moins faibles, mais plus on est faible, évidemment, plus c'est difficile. Mais c'est vrai, tendanciellement pour tous les journaux. Ils investissent massivement sur l'Internet avec succès. Pour l'instant, ça ne les fait pas vivre. Voilà. C'est là où on en est. C'est une manière de vous répondre, parce que on en est là. Alors, ce qu'on voit, oui, on voit un truc. C'est, je vous en parlais tout à l'heure, c'est par exemple l'annonce qu'a fait Twitter. Alors Twitter, c'est, je crois, 500 millions de personnes. Petit réseau qui a quand même révolutionné l'information, puisque les gens participant à des réunions ou participant à des événements tweetent immédiatement. On est dans l'immédiat et raconte des choses qui se passent voilà, immédiatement. Twitter, la direction de Twitter a décidé de devenir un média global. C'est une formule utilisée par les dirigeants de Twitter. Et un média global, pour ça, ils ont dit, on a besoin d'avoir de l'image de la télévision. Et donc, ils ont pris une technologie qui s'appelle le live streaming, c'est-à-dire un chargement instantané qui permet de filmer, par exemple, cette conférence voilà, et de la diffuser 3 minutes ou 1 heure ou 2 heures, si elle dure 2 heures. Mais s'ils avaient été devant l'hypercachère, par exemple, à Vincennes, ils auraient filmé de la même manière. Vous auriez eu sur Twitter, vous seriez connecté sur Twitter, vous auriez eu immédiatement les images de... voilà. Et ils appellent ça média global. Donc on voit bien qu'il y a une évolution générale des réseaux à devenir des médias plutôt globaux, c'est-à-dire pratiquant à la fois l'instantanéité, l'image, la musique,
le son sous toutes ses formes, de l'écrit. Voilà, on va vers un média de ce type, tendanciellement. Voilà ce qu'on peut dire. C'est pour ça qu'il me semble, ce que j'ai fait dans le livre, que le média, le nouveau média, déjà, ce qui est sûr, c'est que c'est un réseau. La caractéristique d'Internet, c'est le réseau. C'est le fait que tout le monde est connecté globalement avec tout le monde. Voilà, potentiellement avec tout le monde. C'est ça qui est nouveau, c'est horizontal. C'est pas... Il se trouve que la presse, on faisait un journal, tous les jours, une équipe de 100, 250 personnes, voilà, et puis on diffusait le journal. Voilà, c'était vertical. Il y avait, on faisait un journal, une hiérarchie, et les gens l'achetaient et la consommaient. Là, c'est tout à fait différent, c'est horizontal. Personne ne peut dire « je suis le centre d'Internet ». Il n'y a pas de centre Internet. La caractéristique technologique d'Internet, c'est qu'il n'y a pas de centre. Il y a des grandes entreprises, mais il n'y a pas de centre. Il n'y a pas quelqu'un qui contrôle le contenu et donne son contenu. Alors chacun le donne, mais nous sommes tous à égalité. Potentiellement, nous sommes tous à égalité sur Internet. Donc, un journal a été fait par un courrier des lecteurs. Oui, voilà, mais ce n'est pas qu'un courrier des lecteurs. Ce sont des lecteurs, mais ce sont aussi des producteurs d'informations. Et alors, il y en a, à des titres divers, sont des producteurs d'informations. Voilà. Question, M. Jamin, peut-être? Non, vous passez le micro. Pour gagner du temps, vous levez la main. Oui, question. Oui, dans cette presse que vous venez de donner là, il y a peut-être un journal français qui fait exception, qui s'appelle Le Canard enchaîné. Parce que lui, il marche bien, il est bien géré, il a de l'argent, et il ne s'occupe pas trop d'Internet. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, j'ai fait une entrée sur Le Canard enchaîné. C'est un cas intéressant, d'abord parce que quand Le Canard enchaîné paraît, en 1915, quand il paraît, il n'est pas le seul journal satirique, il y en a beaucoup, il y en avait une multitude. Tous les dessinateurs, par exemple, il n'y avait pas l'équivalent de Charlie Hebdo, c'est chaque dessinateur avait son journal. Et une multitude de journaux qui étaient des satiriques d'une cruauté absolue, hein, donc pas du tout, on n'était pas dans la dentelle. J'ai fait Le Canard pour plein de raisons. D'abord parce que, en l'occurrence, ce journal, il fait 8 pages, donc très peu de papier, pas de services commerciaux, pas de publicité, vit avec, dans une niche formidable. Je lis tous les mercredis Le Canard enchaîné, mais en gros, le jour où Le Canard enchaîné risque de disparaître, c'est le jour où la fonction publique française va disparaître. C'est quand même très lié à la fonction publique. Hein. Faut être faut être à la fois laïcard et fonctionnaire, quoi, globalement, hein, quand même. Alors je m'excuse là pour ceux qui sont et laïcs et fonctionnaires. J'ai beaucoup de respect pour vous. Je lis Le Canard enchaîné, je ne suis ni... je suis laïque, évidemment, même mécréant, mais en plus, pas fonctionnaire, quoi, hein. Donc, mais cette histoire est très liée à la laïcité, à la séparation de l'Église et de l'État, au maintien d'un combat laïque dans des périodes très troublées. Le Canard enchaîné a une histoire qui est quand même absolument formidable. Un mot comme ça, bah, c'est une histoire que j'adore. Pourquoi ça s'appelle Le Canard enchaîné? Alors, ça s'appelle Le Canard enchaîné parce que Clémenceau, grand journaliste par ailleurs, Clémenceau a lancé un journal qui s'appelle L'Homme libéré, je crois. Et il a des ennuis avec la censure dès 1914. Pourquoi? Parce que son journal a dénoncé le fait que les blessés rapatriés du front, étaient transportés dans des wagons où avaient été transportés des chevaux atteints du tétanos. Et donc, il dénonçait ce scandale. L'état-major exige
la suppression de ce journal. Donc il est censuré, et Clémenceau décide de faire paraître un nouveau journal qui s'appelle L'Homme enchaîné. Bon. Alors, voilà, donc et quand Marcel Maréchal et sa femme Jeanne, couple formidable, qui sont les fondateurs du Canard enchaîné, décident de faire leur journal, de lancer leur journal, ils décident de se moquer à plusieurs titres des événements. D'abord, de Clémenceau. Clémenceau était un patriote, voilà, vive la guerre, quoi, contre l'Allemagne. L'union sacrée. Le Canard enchaîné n'était pas du tout du genre union sacrée, était du genre plutôt pacifiste, anti-guerre, bon. Et donc, il décide de l'appeler, pour se moquer de Clémenceau, le Canard enchaîné. C'est comme ça qu'il est enchaîné, hein, le canard. Mais il l'appelle le Canard. Alors le Canard, ça a une histoire. C'était les journaux qui racontaient n'importe quoi, les canards, hein, qui racontent n'importe quoi. C'est-à-dire, c'est pas les journaux fiables, c'est pas voilà, c'est pas de l'information, ça raconte n'importe quoi, ça fait circuler des nouvelles. Bon, donc quand vous faites un journal qui dit je m'appelle le Canard enchaîné, bon déjà en soi c'est assez drôle. Et le premier éditorial du Canard enchaîné de Marcel Maréchal, dont je publie des extraits, c'est un éditorial absolument formidable, puisqu'ils prennent frontalement la question de l'information sous la Première Guerre mondiale. L'état-major français a eu une idée qui était: il faut interdire le front aux journalistes. Ben, il faut que les journalistes ne puissent pas raconter cette guerre. Bon. Ils pensaient qu'ils allaient gagner la guerre en 1 mois, ils allaient battre l'Allemagne en 1 mois, donc il fallait surtout pas qu'il y ait de journalistes. C'était une bizarrerie, puisque les Britanniques, les alliés de la France, eux exigent, l'état-major britannique exige d'avoir des journalistes sur le front. C'est un autre régime de presse. Bon. Et donc, le premier éditorial de Marcel Maréchal consiste à dire, nous, puisque tout ce qu'on nous raconte est vrai, on va faire un journal où tout ce qu'on va écrire sera faux. Donc, tout sera faux. Donc, ne croyez surtout pas ce qu'on va vous dire, tout sera faux. Donc, c'est ce contre-pied, qui était évidemment satirique, humoristique, défendant un point de vue plutôt pacifiste, anti-guerre, anti-militariste, contre les ganaches de l'état-major, voilà, contre... qui va être assez connu, assez célèbre, y compris dans les tranchées. Il y a toute une presse, alors ça c'est une... Je voulais faire ça et puis je n'ai fait qu'un paragraphe, mais il y a toute une presse des tranchées qui a été formidable, dont on connaît qu'un seul titre, qui est le Crapouillot. Le Crapouillot était un obusier français, hein, c'est le nom d'un obusier, qui a eu un succès énorme dans les tranchées françaises, qui était un peu très proche du Canard enchaîné, très anarchiste, très anarchisant. Canard est aussi anarchisant à sa création. Voilà, donc c'est une histoire formidable. Ils vont avoir, dans les années 20, ils pensent que la vie va être très difficile, donc ils cherchent à se diversifier, ils se lancent dans du spectacle, ils ont une grande salle qui sera utilisée plus tard pour faire une boîte célèbre, le Palace. C'est eux qui avaient ouvert ça d'abord pour être organisateurs de spectacles, pour avoir des revenus pour le Canard enchaîné. Et c'est l'obsession du Canard enchaîné depuis son origine. Il faut avoir un trésor de guerre pour pouvoir être libre, pour pouvoir écrire, y compris mettre en cause des gens. Et donc, tous les dirigeants du Canard enchaîné ont traversé le siècle avec l'obsession de faire des placements à forte rentabilité. Donc, ils ont un trésor de guerre qui est, je ne sais pas, autour de 120 millions d'euros ou 150 millions d'euros,
qui n'est pas du tout utilisé en salaire, même si le Canard enchaîné, les salaires sont très élevés. C'est une toute petite équipe, il y a 25 journalistes, hein, donc c'est une toute petite équipe. Mais ils ont un trésor de guerre qui leur permet d'affronter une crise très violente avec une société. Aujourd'hui, les sociétés cotées, vous mettez en cause une société, son cours de bourse baisse de 10%, c'est tout de suite des milliards, hein, ça va très vite. Donc, voilà, donc pour affronter cette situation, le Canard enchaîné. Alors, il a pris un cours sous De Gaulle, il devient un journal, disons, de révélation. Voilà, il est devenu au fil du temps un journal de révélation, ce qui n'était pas tellement, c'était partiellement le cas avant, mais là il est devenu beaucoup lié à Claude Angély, qui a été rédacteur en chef de ce journal, qui est un grand journaliste, et qui a donné ce tour au Canard enchaîné avec un niveau de vérification exceptionnel, parce que quand j'ai travaillé sur le Canard, j'ai vu évidemment les historiens qui ont travaillé sur le Canard enchaîné. Globalement, le journal enchaîné, mis à part 3-4 micro-condamnations, n'a jamais été condamné. Alors, le problème, pourquoi le Canard enchaîné n'est pas condamné? D'abord parce que c'est une phrase qu'un ministre de la 4ème République disait, on saisit le Canard enchaîné, on va avoir l'air ridicule, parce que c'est un journal à la fois qui joue double jeu, qui est à la fois satirique, on rigole de tout, et en même temps sérieux, c'est-à-dire c'est quand même, on a vérifié. Donc voilà, les poursuites contre le Canard, il n'y a jamais eu de poursuite qui ait atteint un niveau tel qui mettait en cause l'existence du Canard enchaîné. Ils n'ont jamais eu de grosses condamnations. Moi, j'en ai pas trouvé, j'en ai trouvé 3 qui étaient vraiment infinitésimales, quoi, très très marginales. Donc, le Canard enchaîné est passionnant parce que, excusez-moi, monsieur, c'est simplement pour finir sur votre question. C'est un modèle de journal, alors c'est un hebdomadaire, c'est un modèle de journal qui est effectivement très économe, donc qui dépense peu d'argent. Il y a des dessins et du texte, et des textes assez courts. Voilà, donc il faut vivre sur. Voilà, est-ce que c'est un modèle? C'était les dirigeants de la revue 21. Et dont Laurent Beccaria, qui est l'éditeur des Arènes, avait théorisé ça en disant le modèle de presse de l'avenir, c'est le Canard enchaîné. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de publicité, il n'est pas cher à produire. Alors, oui, c'est intéressant, mais est-ce que vous pouvez généraliser ça à la presse quotidienne? Non. Parce que justement, il n'y a pas la contrainte du quotidien. Mais il n'y a pas la contrainte de ce que vous demandez à des quotidiens. Vous avez envie, on est dans un monde mondialisé, on a envie de savoir ce qui se passe à Moscou, à Pékin, etc. Tout ça coûte une fortune, hein, je vous dis tout de suite, c'est très, très cher. Un réseau de correspondants mondial coûte une fortune. Donc je veux bien que imaginez le Canard enchaîné avec des correspondants aux 4 coins du monde, c'est pas viable. On ne réagit pas non plus, comme vous citez Pierre Lazareff, l'information et le démenti sont les deux mamelles du journalisme. Oui, c'est pas ce qu'il a fait de mieux. Hein. C'est pas du tout ce qu'il a fait de mieux. Je pense qu'il a fait de grandes choses. C'est un personnage, comme disait un de ses amis, le premier qui l'a embauché, Paul Gordeau, dans les années 20, dans un quotidien à l'époque, dans les années 20, paraissaient des quotidiens de théâtre. C'est-à-dire, le théâtre était quand même l'activité, la distraction principale, et donc il y avait des quotidiens de théâtre qui ne parlaient que des spectacles. Et évidemment de ce spectacle qui était le cinéma muet. Mais parlait beaucoup du théâtre. Et Paul Gordeau, qui dirigeait, je crois que c'était plusieurs quotidiens de théâtre, dont un qui s'appelait Comédia, il cherchait un bras droit, parce qu'il n'arrivait pas à tous les spectacles, tout ça, etc. Donc, un jour, il rencontre Pierre Lazareff, qui était tout jeune, qui à ce moment-là n'était que le secrétaire particulier de Mistinguett,
Et en même temps, l'un des conseillers, je sais pas, au Moulin Rouge, il avait une petite fonction au Moulin Rouge. Voilà, et il est sorti de cette conversation en disant deux choses. Paul Gordeau, qui est resté un fidèle de Pierre Lazareff jusqu'à sa mort, il disait c'est un lutin inspiré. Et c'est un petit personnage, hein, tout petit, Pierre Lazareff. C'est un lutin inspiré. Et il lui avait dit une phrase sur laquelle j'ai fait une entrée, que je trouve une phrase formidable. Il avait dit, Paul Gordeau lui avait dit, écoutez, je vous embauche, mais j'ai un conseil à vous donner. Dans les articles, pas de blablabla. C'est une phrase formidable, blablabla. D'abord parce que parler pour ne rien dire, c'est quand même l'une des maladies du journalisme. Globalement, il faut le dire, c'est le cholestérol de la profession. Donc voilà, ça c'est une certitude. Mais il se trouve que blablabla, dont Paul Gordeau est sans doute l'inventeur, se dit dans toutes les langues. C'est-à-dire, l'américain utilise blablabla, l'allemand utilise blablabla. Alors, le prononce pas exactement de la même manière, hein, mais on le dit en italien, on le dit partout. Je sais pas si en japonais on dit blablabla, mais en tout cas, cette expression est passée. Voilà. Et donc, Lazareff a fait beaucoup de choses formidables. Parmi les choses formidables, il y a évidemment 5 colonnes à la une, qui était un programme exceptionnel d'inventivité, etc. Dans François, il a créé beaucoup de choses. Et moi, j'aime beaucoup parce qu'il a pris le parti pris du reportage. François était principalement un journal de reportage. Donc c'est très bien. Cette phrase, c'est pas très glorieux. Je l'ai pourtant pris dans votre bouquin, mais non, c'est pas glorieux de sa part. Pas de la vôtre, pas de la vôtre. Hein, c'est pas vous. Après cette séquence que je devrais qualifier de blablabla, je vais donner la parole à... Merci pour l'humour. Alors, il intervenant 5 minutes. Oui, Bonjour, on en profite 5 minutes. Bah oui, allez, c'est pour vous. Pardon, excusez-moi. Monsieur G, vous avez été journaliste, patron de presse, et vous l'avez rappelé brillamment, c'était très plaisant à écouter, mais vous avez aussi été éditorialiste. Alors, un éditorialiste, par principe, il réagit. C'est un peu à l'air du temps, il y a des coups de cœur, des coups de gueule, et vous l'avez illustré ça, c'était agréable d'ailleurs à écouter parfois, parce que vous preniez, disons, un peu, disons, des positions qui allaient un peu à l'encontre de ce qu'on pouvait penser, et c'était bien. Bon, aujourd'hui, je voudrais vous poser une question, vous qui êtes éditorialiste, sur un fait qui vient de se passer il y a quelque temps. Comment vous réagiriez, vous, éditorialiste? Hier, il y a eu un truc assez curieux, c'est qu'il y a eu une... Bon, c'est un fait, hein, c'est cool, il n'y a rien d'autre. Mais à mon avis... Vous excusez pas du fait. On peut en parler dans les jours qui viennent, je pense. Une association a décidé de faire, disons, un concert pour venir en aide aux chrétiens d'Orient. Et a, disons, voulu placarder ça, comme ça se passe à Paris, pour, disons, des manifestations diverses et variées. Et c'était prévu, la RATP avait dit oui, et d'un seul coup, pour respecter, alors je sais pas quoi, le conformisme ou quoi, on dit non, on arrête et on change tout. Et on ne veut pas, la RATP refuse. Alors vous, éditorialiste, vous auriez à traiter un peu ce genre de choses, et sans prendre parti, comment vous le traiteriez? Parce que nous, on est tous un peu des couillons là-dedans, on dit, tiens, c'est bizarre, il y en a qui ont le droit, d'autres qui n'ont pas le droit, puis ça change un peu tous les jours. Comment vous verriez la chose? Je ne connaissais pas cette histoire. C'est la RATP qui a... Oui, non, mais j'ai bien compris que c'est la RATP qui refuse de faire la publicité pour les chrétiens d'Orient. Enfin, pour soutenir les chrétiens d'Orient. Et donc, se pose le problème de l'égalité devant une religion. Voilà, donc j'aurais été les promoteurs de ça, j'en aurais mis partout des affiches pour les chrétiens d'Orient. Voilà, ils sont passés par la légalité. Parfois, faut prendre des libertés à l'égard de la légalité. On ne serait pas les premiers à mettre des affiches partout, même quand on n'en a pas envie. Hein. Voilà, mais je comprends la RATP qui a un problème, qui est le problème de l'égalité à l'égard des religions. C'est-à-dire de ne pas faire des publicités pour une religion à la différence des autres et de l'interdire aux autres. Donc... Il y a une... Non, attends, je laisse... Oui, c'est un appel à manifestation. Non, c'est un concert. Ah, c'est un concert. En fait, c'était un concert des prêtres. Voilà, le groupe des prêtres, et effectivement, la régie de la RATP a estimé oui, de tout, ce que vous voulez. C'était pas... Bon, une dernière question. Enfin, c'était une entorse en quelque sorte. Oui, c'est une entorse, mais c'est... Oui, bien sûr. Bon,
Enfin, bref. Enfin bon, c'est pas pour autant. J'avais- Il faut s'occuper des chrétiens d'Orient, c'est très bien. C'est pas. Je veux dire, il Oui. faut s'en occuper en tout cas, c'est sûr. Et il y a des murs sur lesquels on peut coller énormément de choses, hein. Sans demander forcément l'autorisation, hein. Monsieur, oui, monsieur Julie, là, j'ai lu dans différents articles, oui, propos ou autres, l'expression citizen Julie. Ça, elle n'est pas de moi. Mais bon, vous connaissez sans doute la signification. Oui, dites-moi. Je Vous avez l'air de la connaître, donc. Ah non, justement, je l'ai lu tout à l'heure avant de venir, je l'ai relu au dos de votre livre. Mais non, Citizen. Alors, je ne connais pas. Oui, mais je ne suis pas l'auteur de. J'ai refusé d'écrire la 4e de couverture. Donc c'est l'éditeur qui a mis ça. Je dis ça, je ne veux pas me distancier, mais j'ai refusé d'écrire la 4e de couverture. Comme ça se fait de temps en temps, on demande à l'auteur de l'écrire et il parle de lui à la 3e personne. Je dis, démerdez-vous. Donc voilà, donc je ne l'ai pas fait. Voilà. Donc si, j'ai vu que c'était marqué, évidemment, Citizen Julie. Alors, ça renvoie à Citizen Ken. Voilà, il n'y a pas de mystère. Non, mais c'est pas mystérieux. Ça renvoie évidemment Citizen Kane. Film d'Orson Welles consacré à un magnat, un journaliste, magnat de la presse, qui devient un folle dingue. Voilà, donc c'est ça que vous vouliez dire. Non, vous avez l'air content. Vous avez l'air content. Mais non, je vous pose tout simplement la question. Je vois ça au dos dans votre livre que vous avez signé. Alors, Oui, vous posez la question, c'est légitime, hein, j'ai pas de tout. Alors, le personnage en question qui était visé par Citizen Kane, c'était Randolph Hearst, qui était magnat de la presse, effectivement, aux États-Unis, qui avait une histoire qui a inspiré très directement le film. Le film est à charge contre Randolph Hearst. Randolph Hearst, c'était un magnat qui est intéressant, y compris même pour les discussions, cette discussion, qui prétendait, qui est sans doute à l'origine de la guerre des États-Unis contre l'Espagne, parce qu'il trouvait que la guerre faisait vendre du papier, et donc qui avait poussé à cette guerre, qui était vraiment... et pensait que les magnats comme ça de la presse avaient le pouvoir de peser sur les événements. Mais de peser non pas de manière par influence, mais au sens, voilà, il y a je crée l'information. Alors, je m'écarte du film. Il était très pro-nazi, très pro-allemand avant la guerre. La Deuxième Guerre mondiale. Il a été, comme d'ailleurs un grand magnat britannique, Lord Northcliffe et son frère, qui possédaient toute une partie de la presse britannique, le Murdoch de l'époque, quoi, si on veut. Tous deux publiaient des tribunes de Mussolini, de Hitler. Et l'un comme l'autre défendaient l'idée que les États-Unis, la Grande-Bretagne n'entrent pas en guerre contre l'Allemagne. C'est une époque, il faut se rendre compte, premier amendement de la Constitution, en 1938-1939, sur la 5e avenue, il y a une manifestation pro-nazie. C'est ça le premier amendement, hein, aussi. Hein, ça permet ce type de choses. Donc il y a des gens qui défilent comme ça sur la 5e avenue. Et il y avait un courant aux États-Unis assez fort contre la guerre, contre l'Allemagne. Bon, vous connaissez la suite. Son pouvoir d'influence était plus réduit qu'il ne le pensait. Il pensait qu'il était capable, par la puissance de ses journaux, à la fois ses journaux, ses radios, ses magazines, il possédait vraiment une grande partie de la presse américaine, pensait qu'il pouvait faire plier le... C'est intéressant parce que non, il n'a pas fait plier. Alors c'est vrai qu'il a fallu Pearl Harbor, etc. Mais en Grande-Bretagne, il y a eu le même scénario. Le magnat de la presse britannique pensait qu'il ferait plier le gouvernement britannique. Non, il a un pouvoir d'influence, mais pas au-delà. Et il ne faut pas croire pour les journaux, comme pour les médias,
qu'on a un pouvoir qui dépasse l'influence. Nous ne sommes pas des élus, nous n'avons aucune autorité. Nous avons un pouvoir de traduire des opinions, de cristalliser des opinions, parfois de mettre en mots des opinions. On met des mots sur des opinions, oui, c'est vrai, on fait ça, on a une influence, mais nous n'avons pas de pouvoir. Et c'est une folie qu'il y a chez certains de croire que nous avons du pouvoir. Jean-Claude Charrier a une dernière question. J'en ai une toute petite avant sur un personnage. Vous y consacrez quelques pages. Je ne connaissais pas cet homme, Victor Noir, assassiné par Pierre-Napoléon Bonaparte. Il paraît qu'on va beaucoup se recueillir sur sa tombe. Oui, mais enfin, je peut-être... Ah, c'est une histoire, je peux la raconter. Moi, tout est correct pour moi. C'est un monument au Père-Lachaise qui est très caressé. Il est très caressé à l'endroit, disons, à l'entrejambe. Le sculpteur qui lui a fait cette statue, qui le représente gisant sur le trottoir du prince Napoléon, qui était un cousin de l'empereur, il est assassiné en janvier 71, lui a fait une protubérance à l'entrejambe. Voilà. Et donc, il y a une patine absolument extraordinaire, c'est le monument le plus caressé de Paris. Alors, son histoire est intéressante parce que c'est un tout jeune journaliste, il a 21 ans. Il a 21 ans, c'est une époque, donc qui n'est pas celle de la liberté de la presse, où les journalistes français ont une particularité, c'est qu'ils se battent beaucoup en duel. Le duel faisait partie de l'activité journalistique. Mais des gens comme Clémenceau ont dit duel à leur actif. Henri de Rochefort, qui était le patron de Victor Noir, Henri de Rochefort avait 20 duels à son actif. Bon, on en mourait aussi. Rochefort n'en est pas mort, il a été blessé grièvement, mais enfin il a survécu. Mais beaucoup mouraient dans les duels. Donc au moment de l'affaire Dreyfus, il y aura plusieurs duels célèbres, avec des morts, des officiers dreyfusards mourront dans des duels avec d'autres officiers anti-dreyfusards. Donc tout le 19e siècle est dominé dans la presse par le duel. Voilà. Donc, et quand on ne tue pas avec une épée ou un pistolet, on essaye de tuer avec des mots. Donc ça va bercer la presse française ça, pendant très longtemps. Victor Noir était un tout jeune journaliste, débutant, il avait 21 ans, et il recueillait des bruits de chiottes, quoi. Mais il n'a jamais écrit un papier. Il recueillait un bruit de chiottes, il accompagnait, il était le témoin, un des deux témoins d'un journaliste qui, se sentant insulté par le prince Napoléon, est allé voir le prince chez lui pour lui dire qu'il allait avoir un duel. Voilà. Donc le prince a mal réagi, il a sorti un pistolet, il a tiré à bout portant sur les deux personnes, il en a tué un, blessé l'autre. Voilà. Et Victor Noir est devenu un martyr de du combat contre Napoléon III, et en gros la République, quand la République a été proclamée, a décidé de lui rendre hommage, et donc on a fait cette statue, un monument très honoré. Voilà. Jean-Claude, la dernière question. Oui, alors juste une dernière question, évidemment, qui est sur une tonalité un peu différente, mais à partir des journalistes jeunes et ceux qui veulent le devenir, je voulais savoir quelle place vous accordez à la vocation dans le journalisme. Alors, est-ce que la vocation, c'est réservé aux grands reporters? C'est religieux, oui. Finalement, à ceux que... Non, mais je pense par exemple à une fille comme Camille Lepage, qui s'est fait tuer, là, qui est une voisine d'Angers, là, et s'est fait tuer à 26 ans en Centrafrique, il n'y a pas très longtemps. Oui. Donc, est-ce qu'en fait, il y a un peu deux catégories de journalistes, ceux qui sont prêts, en quelque sorte, à aller se faire tuer sur les différents fronts, et puis les commentateurs... Mais personne n'est prêt à aller se faire tuer. Personne. Alors quelle place vous accordez? On y va, c'est un métier parfois dangereux, c'est tout. Voilà, et puis il faut prendre des précautions, etc. Non, je veux dire... Non, mais oui, sans doute, mais c'est pas comme la religion. C'est pas comme la religion, je dis ça sans plaisanter. Le journalisme, c'est trois choses. Pour moi, donc c'est une manière de vous répondre. Oui, quand on est curieux, c'est bien de faire ce métier. La curiosité n'est pas un vilain défaut.
Si on n'avait pas été curieux, on n'aurait jamais découvert l'Amérique. Si on n'était pas curieux, Tintin n'aurait jamais existé. Oui, Tintin est curieux, c'est même sa qualité principale. Ça le mêle dans des aventures absolument incroyables, mais c'est ça le journalisme. On est d'abord curieux. Et puis la deuxième chose, pour faire du journalisme, et souvent c'est aussi quelque chose qui entraîne les gens, parfois dans des situations compliquées, il faut aimer les gens. Il faut aimer les gens. Et les gens, sous des formes différentes, pas simplement les gens respectables, mais parfois les gens qui ne sont pas respectables ou qui sont soit dans le malheur, soit qui sont quand même des personnages, voilà, dans des guerres, on trouve des personnages pas très sympathiques du tout, parfois des tortionnaires. Même les tortionnaires sont intéressants. Il faut s'y intéresser. Et donc, le journalisme, c'est ça. Puis, je dirais, il y a une troisième, mais les deux premières raisons expliquent pourquoi on fait ce métier. Et puis, la troisième, alors ça, c'est moi qui le rajoute, mais c'est bien de ne pas être toujours de son avis, quoi. Voilà. Pourquoi? Parce que la réalité est complexe, elle est changeante, et si on est toujours de son avis, ben, on fait de l'idéologie. J'allais dire on fait de la politique, mais voilà, donc voilà, en tout cas dans le journalisme, c'est mieux de ne pas être de son avis. Voilà. Merci beaucoup. Toujours.